Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le jour de l'histoire. Enfin, des histoires, peut-être. Pas d'histoire de jardin, Non, mais non. histoire de choses dont vous avez entendu parler, certainement. Oui, oui. Alors, après le générique. Donc, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, je vais vous parler de 4 mots, 4 noms que vous connaissez. Vous connaissez guillotine, vous connaissez godillot, vous connaissez poubelle, Oui. et vous connaissez les colonnes Maurice. Oui. Mais d'où viennent ces noms? Donc la guillotine, vous savez très bien que c'est l'instrument qui servait à exécuter les condamnés à mort en France jusqu'à la suppression de la peine de mort. Oui. Bien. Oui. Mais guillotine. Voilà. Beaucoup de gens pensent que c'est un certain docteur Guillotin qui a créé la guillotine. Mais non, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul. À la Révolution française, la peine de mort était donnée suivant différentes formes, en dépendant du crime commis et du statut du criminel. Oui. Et la Révolution française a souhaité unifier de façon à ce que chacun soit au même niveau devant la loi. Pourquoi un tel devrait être décapité et l'autre écartelé? Non. Tout le monde, le même type de mort pour les condamnés à mort. Bien. Et l'Assemblée nationale, ça ne s'appelait pas nationale, mais l'Assemblée délibérante a décidé de créer une seule peine de mort qui était la décapitation. Très bien. Radical. C'était radical, c'est sûr, mais qu'on soit noble, curé, voyou, tout le monde, décapitation. D'accord. Mais le code pénal, c'est une réforme du code pénal, le code pénal réformé donc ne précisait pas quel système utiliser. Et le docteur Guillotin, qui était un député, avait lui préconisé un mécanisme, sans définir ce type de mécanisme. Un homme s'est un peu élevé contre cette peine unique, c'est le bourreau de Paris, de la famille des Samson, trouvant que décapiter plusieurs personnes dans la même journée, c'était fatigant, parce que de temps à autre, ça se ratait et il fallait recommencer. Et de plus, ça usait les instruments. La hache, il fallait la réaffûter à chaque fois, et ainsi de suite, donc ça causait un problème. Donc les députés ont décidé de créer une commission. Déjà à l'époque, on créait des commissions, avec donc le docteur Guillotin, qui voulait que les condamnés à mort souffrent le moins possible. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est déjà une bonne chose. Voilà. Le docteur Guillotin, assisté du secrétaire perpétuel de l'Académie royale de chirurgie, Antoine Louis, et avec comme conseiller technique, si l'on peut dire, le bourreau de Paris. Donc un mécanisme a été inventé sur un échafaudage, un échafaud, et a été proposé, d'après la légende, au roi Louis XVI. Le système de coupe était au départ la forme d'un croissant de lune, et la légende toujours dit que Louis XVI aurait préconisé quelque chose d'oblique en tranchant. Et il ignorait moins d'un an plus tard, il utiliserait ce système pour lui couper la tête. Donc des essais ont été faits, d'abord sur des moutons, puis sur des cadavres de prisonniers, et en 1792, pendant l'été 92, un premier condamné à mort, un certain Nicolas Jacques Pelletier, un simple truand si je puis dire, un tire-laine, a été le premier, il est connu surtout pour ça d'ailleurs, parce qu'il a été le premier condamné à mort à être décapité par cet engin nouveau, qui devait porter plus tard le nom de guillotine, parce que ça ne s'est pas appelé tout de suite une guillotine. Ça s'est d'abord appelé la Louisette, en l'honneur du secrétaire perpétuel de l'Académie, le docteur Louis. Ensuite, le moulin à silence, la cravate à capet. Louis XVI devait porter le nom de capet après la fin de la... Le raccourcissement républicain, le rasoir national, et pour finir, la guillotine.
aux grandes dames du docteur Guillotin, qui ne souhaitait pas du tout que son nom soit associé à cet engin de mort, hein, qui pendant 200 ans a été utilisé quand même. Ah oui, oui. Bon. Voilà. Donc voilà pour la guillotine. Ensuite, le godillot. Bon, vous savez tous qu'un godillot, c'est une vieille chaussure. Oui, Hein. Godillot a donné godasse d'ailleurs. oui. Napoléon III estimait qu'il y en avait assez que ces soldats soient appelés des va-nu-pieds. Oui. Donc en fait, il a lancé un concours. Hein, et un certain Alexis Godillot, fabricant de chaussures, a inventé la chaussure que portaient les soldats donc, pendant la guerre de Napoléon III. Oui, La guerre de 70 par exemple, chaussures avec des lacets et des semelles cloutées. Donc ces chaussures Godillot, d'après le nom de leur inventeur, tout simplement, furent portées pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale par des soldats français. Elles reçurent d'ailleurs le nom de chaussures de la défaite après la guerre de 70-71 face à la Prusse. Et elles ont été simplement remplacées après la Seconde Guerre mondiale par des chaussures à semelles plus souples. Que l'on connaît maintenant sur les chaussures de randonnée, sur les chaussures de marche et tout ça. Voilà. Donc voilà, les godillots. Bien. On a entendu parler aussi, à une certaine époque, à l'époque du général de Gaulle, de parti godillot. Oui. Qui suivait sans arrêt les directives en votant comme un seul homme, quel que soit ce qu'il y avait à voter d'ailleurs. Alors, un autre terme utilisé couramment, quand maman dit à son fils François, va mettre les ordures à la poubelle. Je doute que le fils sache très bien pourquoi poubelle. Et bien, tout simplement parce que un certain Monsieur Poubelle, un certain Eugène Poubelle, Poubelle. issu d'une famille bourgeoise de Caen, c'est Normand. qui après, oui, c'est un Normand, qui après avoir fait de grandes études, enseigné dans diverses facultés, a été nommé préfet par Thiers. Après avoir travaillé dans plusieurs préfectures comme préfet, donc, il est arrivé comme préfet de Paris. Et en tant que préfet de Paris, il devait s'occuper de la salubrité publique, entre autres, à une époque où il n'y avait pas de maire de Paris. D'accord. Voilà. Et face à des problèmes de salubrité, donc, il a pris 2 arrêtés, le 24 novembre 83 et le 7 mars 84, 1800, important. Obligeant les propriétaires d'immeubles à mettre à disposition des habitants des bacs avec couvercle pour déposer les ordures ménagères. Oui, parce qu'à cette époque-là, ils avaient l'habitude de jeter. On faisait un tas, les chiffonniers passaient, ils triaient, et ainsi de suite. Voilà. Les rats aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc les bacs, dont la capacité était bien calibrée, puisque ça allait de 40 à 120 litres, avec couvercle donc, et précurseur, le préfet Poubelle, avait déjà institué le tri des déchets. Waouh! Nous sommes en 1883-84. D'accord. Donc il y avait 3 types de bacs. Un bac pour les matières putrescibles, un bac pour les papiers et les chiffons, c'est extraordinaire ça. Et un bac pour le verre, la faïence et les coquilles d'huîtres. Très anecdotique, n'est-ce pas? Mais voilà. Donc c'était le début du tri sélectif en fait. Il y a eu une levée de bouclier contre ces arrêtés, les propriétaires trouvant que c'était des charges financières supplémentaires, les concierges trouvant que c'était du travail supplémentaire, et les chiffonniers craignant de perdre leur gagne-pain. Malgré tout, c'est rentré dans les mœurs. Et les poubelles se sont répandues, d'abord dans Paris, et puis dans les villes de France, et puis ailleurs. Mais le tri sélectif, non. Le tri sélectif, c'est peut-être tombé en 18, ça, je n'ai pas de source là-dessus. Mais je pense que le ramassage s'est fait quand même sélectivement, pas avec la même précision qu'actuellement, mais quand même pendant encore des années. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale,
ces poubelles sont devenues vraiment répandues partout. Les municipalités ont pris en charge le ramassage par un service municipal d'enlèvement des ordures ménagères. Voilà. Alors, en plus des poubelles, le préfet poubelle a créé le service de tout à l'égout en imposant aux propriétaires de se brancher automatiquement sur un service d'égout lorsqu'il existait et en payant pour le traitement des effluents. C'est un système qui existe encore, toujours, hein, parce que dès que vous avez un système de tout à l'égout devant votre maison, vous êtes obligé de vous y relier en payant. C'était Paris, ça. Hein, c'était Paris, mais ça s'est répandu dans les grandes villes, dans toutes les villes et maintenant dans les campagnes. Ah ben oui, bien sûr, mais ça a mis du temps à venir dans les campagnes quand même. Hein. Et autre précurseur encore, M. Poubelle, c'est vraiment quelqu'un d'important, je trouve. Par un décret en date du 31 juillet 85, il prend un arrêté qui met fin à l'interdiction aux femmes d'exercer la médecine et la chirurgie en France. Oui, donc à partir de cet arrêté, les femmes ont pu devenir médecins et chirurgiennes. Non, ta phrase n'est pas bonne. J'ai dit qu'il avait mis fin à l'interdiction aux femmes d'exercer. Donc elle était excellente, ma femme. Je crois que tu devais passer à autre chose. Non, mais je n'ai pas compris. Alors, je disais donc, le 31 juillet 85, le préfet Poubelle a pris un arrêté qui mettait fin à l'interdiction aux femmes d'exercer le métier de médecin et de chirurgien. Bien, bravo, monsieur Poubelle. Voilà, bravo. Monsieur Poubelle. Alors, le petit dernier, c'est monsieur Maurice. Les colonnes Maurice. Alors, en 1845-1850, les théâtres se développent. Et avec les théâtres et les cabarets, la publicité. Et des affiches décollées un peu n'importe où, sur les murs, sur les arbres, et sur des colonnes qui existaient, qui faisaient à la fois affichage publicitaire et toilettes publiques. À l'intérieur À l'intérieur, exactement. D'accord. Donc, tout le monde s'est rendu compte que l'odeur d'urine faisait fuir les lecteurs, en fait. Et un Allemand a d'abord créé ses premières colonnes en disant il faut un mobilier urbain qui permette de faire de l'affichage, mais qui sépare aussi, qui soit séparé des toilettes publiques. Et quelques années plus tard, vers 1850, un imprimeur, M. Maurice, M-O-2-R-I-S, a installé, avec l'accord du préfet de Paris, a installé des colonnes séparées des Vespasiennes, des toilettes publiques, pour mettre cet affichage. Chaque colonne Maurice représentait une surface de 4 mètres carrés pour un affichage des publicités. D'où les fameuses colonnes Maurice qu'on voit dans de très nombreux tableaux, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, et ont perduré jusque la dernière colonne Maurice a été supprimée en 2019 pour être remplacée par des systèmes d'affichage plus modernes que des affichages collés. D'accord. Voilà, donc docteur Guillotin, le préfet Eugène Poubelle, monsieur Alexis Godillot, les Godillot, et l'imprimeur Maurice pour les colonnes Maurice. Bravo, c'est bien, c'est super intéressant. Je trouve. Eh bien, avec ces histoires, bonne semaine à tous. Voilà, à bientôt, prenez soin de vous. Oui. Au revoir. Au revoir.